Voilà, bonjour à tous. On est très content de voir tous ces groupes de lycéens qui vont suivre ce visio-chat sur les eaux usées. La Vigie de l'eau qui organise ce visio-chat est une association de culture scientifique et d'éducation à l'environnement basée à Vittel. Nous faisons des visio-chats depuis une douzaine d'années environ avec l'appui technique de la plateforme de visioconférence de Montpellier, Claude Roura, que vous devez voir en ce moment à l'écran. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir plusieurs lycées agricole avec plusieurs classes dans la plupart des cas, le lycée agricole d'Aubernais en Alsace, le lycée agricole de Rethel en Champagne-Ardenne et le lycée de Roville-aux-Chênes, le lycée agricole de Roville-aux-Chênes en Lorraine. Voilà, c'est Marie-Noëlle Ponce qui va présenter cette visioconférence sur les eaux usées. Bien, donc je m'appelle Marie-Noëlle Ponce, je suis chercheur au CNRS dans un laboratoire à Nancy, le laboratoire réaction et génie des procédés. C'est un laboratoire donc qui fait partie du CNRS et de l'Université de Lorraine. Et en plus, la plupart de mes activités se déroulent au sein de ce qu'on appelle une zone atelier, la zone atelier du bassin de la Moselle. Donc cette zone atelier, elle rassemble une vingtaine de laboratoires sur le bassin de la Moselle et nous travaillons donc sur des problématiques aquatiques. En France, il y a 14 zones ateliers du même type, 12 en France métropolitaine et 2 hors France métropolitaine. Donc mon parcours a été assez long. Donc après mon baccalauréat à l'époque, c'était un baccalauréat scientifique, ce qui serait S maintenant. J'ai fait 2 ans de classe préparatoire aux grandes écoles. J'ai passé un concours et j'ai intégré donc une école d'ingénieurs. Une école d'ingénieurs qui se trouve à Nancy, c'est l'École nationale supérieure des industries chimiques. Donc ma formation de base, elle est très technique, très technologique. Moi, je travaillais plutôt les colonnes à distiller, les raffineries de pétrole, ce genre de choses. Et puis, j'ai fait une thèse. Et pour cette thèse, on m'a demandé de m'intéresser à des procédés biologiques parce que c'était le début de la biotechnologie à l'époque. Et donc, je me suis intéressée à ces procédés biotechnologiques. Alors, pas avec des bactéries, mais à l'époque, c'était avec des levures que je travaillais, les levures qui servent à faire du pain, de la bière, etc. Et à l'occasion de cette thèse de doctorat, je suis rentrée au CNRS. Je suis rentrée au CNRS donc pour faire de la recherche. Et donc, à l'issue de ma thèse, c'est là où j'ai commencé à m'orienter vers le traitement des eaux résiduaires urbaines, classiques, je dirais. Et puis petit à petit, je me suis intéressée donc plus à l'aval d'une station d'épuration, à ce qui se passait dans les rivières où on rejetait nos effluents de stations d'épuration. Et puis maintenant, je travaille. J'ai beaucoup de projets de recherche qui sont liés aux écosystèmes aquatiques, à ce qui se passe dans les cours d'eau, en amont et en aval de stations d'épuration. Voilà. Donc, ces eaux usées, qu'est-ce que ça représente? Alors, tout d'abord, ça représente tout ce qui sort des habitations, c'est ce qu'on appelle les eaux usées domestiques. Donc, vous pouvez déjà avoir une petite idée de du type d'eau que cela concerne. Ça va concerner les eaux qui sortent des toilettes, de la cuisine, des salles de bain. À l'étage un petit peu supérieur, on va parler d'eaux usées urbaines ou municipales qui vont englober donc ces eaux usées domestiques, mais aussi toutes les eaux résiduaires qui peuvent provenir de l'artisanat, ce qu'on appelle artisanat de façon un peu globale, c'est par exemple les coiffeurs, les restaurants, etc. Et puis tout ce qui vient d'un usage collectif, comme les hôpitaux ou le lavage des voiries, notamment lorsque le réseau d'assainissement est ce qu'on appelle unitaire, c'est-à-dire qu'il va recueillir à la fois des eaux résiduaires domestiques et artisanales et des eaux de ruissellement. Et puis, il peut y avoir des eaux usées industrielles,
Donc là, qui vont plutôt venir de grosses industries, par exemple, des industries agroalimentaires ou des industries chimiques. Et puis finalement, des eaux usées plus d'origine agricole, notamment au niveau des installations agricoles, ce qui peut venir de salles de traite, ce qui peut venir de fromageries, etc. Alors ces eaux usées, elles transportent quoi? Alors tout d'abord, elles vont transporter de l'eau, bien sûr, mais également des éléments comme le carbone, l'azote et le phosphore. Alors c'est pas juste ces éléments, hein. Ces éléments, ils sont présents sous forme de macromolécules, par exemple des carbohydrates comme des sucres ou des protéines. Et puis également, notamment pour les eaux usées domestiques, beaucoup d'azote ammoniacal, parce que cet azote ammoniacal, il vient essentiellement de l'urine. Cette pollution, elle va être soit soluble, soit particulière, mais en fait, c'est une espèce de continuum, hein, dont on va avoir à se préoccuper. Alors ça, ce sont les éléments, je dirais, les plus importants transportés par les eaux usées, mais on va trouver également des métaux qui vont être soit dissous, soit fixés sur les particules. Et dans les eaux résiduaires domestiques, on trouve notamment du zinc et du cuivre. Et puis également beaucoup de micropolluants, ce qu'on appelle notamment des micropolluants organiques, qui vont venir de résidus de produits qu'on utilise souvent tous les jours, notamment à la maison, des résidus de détergents, de produits de combustion, etc. Il y a une liste absolument énorme de ces micropolluants, donc je vais pas tous les donner. Et puis beaucoup aussi de ces micropolluants sont ce qu'on appelle des résidus de médicaments, hein, des micropolluants pharmaceutiques. Ces eaux usées, finalement, elles transportent aussi des micro-organismes, notamment des micro-organismes pathogènes, et j'y reviendrai un petit peu après. Et puis, malheureusement, beaucoup de macrodéchets qui ne devraient pas forcément se trouver dans ces eaux résiduaires. Donc sur la partie de gauche de l'écran, vous voyez ce qu'on appelle la pollution, je dirais, un peu autorisée, avec sa partie soluble, sa partie particulière. Hein, en général, on se fixe à un seuil, ce qu'on appelle le seuil de coupure, hein, quand on fait une filtration pour séparer les choses, entre 0,1 ou 0,45 microns. Donc ça, c'est ce qu'on est un peu autorisé à avoir dans nos eaux résiduaires. Et puis tout ce qu'on appelle méso et macrodéchets, normalement, ça devrait pas s'y trouver. Hein, sur la photo, là, vous voyez des morceaux de bouteilles, des choses comme ça. Qui vont beaucoup nous ennuyer dans le traitement des eaux résiduaires. Et donc là, un petit point particulier sur des choses qu'on ne devrait pas trouver, notamment des couches culottes, des lingettes. Actuellement, beaucoup de problèmes avec les masques chirurgicaux qu'on retrouve en fait dans les toilettes, alors qu'ils devraient se trouver dans les poubelles. Alors, le cuivre, en fait, la première façon d'en trouver dans les eaux résiduaires, c'est parce que l'être humain en consomme dans son alimentation. Et donc, l'excès, en fait, de cuivre est rejeté par l'être humain via les excréments. Et donc, c'est une des sources, en fait, de cuivre dans les eaux résiduaires. L'autre source, ce sont les canalisations. Hein, dans une maison, vous avez beaucoup de canalisations qui sont en cuivre, et donc l'eau va se charger en cuivre au passage de ces tuyaux, et donc in fine va se retrouver dans les eaux résiduaires. Alors revenons à nos eaux usées et comment est-ce que à travers les âges on s'est préoccupé de ces eaux résiduaires. Alors en fait, assez tôt, dans certaines civilisations, les personnes ont pris conscience qu'il fallait, alors pas forcément les traiter, parce qu'à l'époque il n'y avait pas vraiment les technologies pour le faire, mais au moins les évacuer des centres urbains. Et en Italie, à Rome, on voit encore
hein, les anciens réseaux d'assainissement qui ont été construits donc à l'époque. Au Moyen Âge, toute cette, je dirais, connaissance au niveau de l'assainissement, c'est-à-dire de l'évacuation des eaux résiduaires des centres urbains, a disparu, et c'était plutôt ce qu'on appelle du tout à la rue, hein, la différence du tout à l'égout, c'est-à-dire que tout le monde vidait son pot de chambre directement par la fenêtre dans la rue. Vous pouvez imaginer l'état des rues à l'époque, surtout qu'on y retrouvait également les rejets de beaucoup d'artisans, hein, qui travaillaient en centre urbain, comme des tanneurs, des teinturiers, des poissonniers. Donc tout cela se retrouvait dans la rue et était plus ou moins véhiculé par l'eau vers les cours d'eau, vers les rivières, vers les fleuves. Alors en fait, à l'époque, ce qu'on pensait, c'était que c'était les rivières qui allaient nettoyer l'eau. Et donc ça, c'est en quelque sorte, hein, le premier système basé sur la nature qui a été en quelque sorte mis en œuvre pour traiter ces eaux résiduaires, en faisant appel donc au phénomène d'auto-épuration. Alors ce phénomène d'auto-épuration, en fait, il peut se faire dans la colonne d'eau, mais il se fait principalement dans ce qu'on appelle la zone hyporéique, c'est-à-dire le fond de la rivière ici, plus ou moins poreux, hein, qui permet le transfert entre les eaux souterraines et les eaux de surface. Et en fait, le traitement, l'auto-épuration se produit beaucoup sur cette zone-là. C'est une zone, ça comporte des sables, des graviers, et sur lesquels vont se développer des biofilms de bactéries qui donc vont servir à auto-épurer le cours d'eau. Alors ça a été satisfaisant dans les premiers temps, mais il y a quand même eu rapidement des limitations, notamment en cas de fort développement urbain, notamment au XIXe siècle. Alors au XIXe siècle, effectivement, alors il y avait eu des épidémies et des maladies hydriques qui étaient apparues avant, mais compte tenu de la forte augmentation de la démographie, c'est à ce moment-là que c'est devenu le plus critique. En effet, ces rivières qui contenaient donc des eaux résiduaires mal traitées étaient également des sources d'eau potable, et dans certaines régions, hein, en fonction de la géographie, notamment en présence de sous-sols calcaires, les eaux souterraines pouvaient être également contaminées. Alors les maladies, les épidémies les plus classiques, je dirais, qui sont liées donc à la mauvaise qualité de l'eau, eh bien sont d'abord des maladies liées à des protozoaires, comme Giardia ou Cryptosporidium. Alors ces maladies, elles sont pas uniquement réservées aux anciens temps, hein. Il y a une célèbre épidémie due à Cryptosporidium en Arizona en 2016. Donc c'est récent, c'est maintenant, quoi. Et puis beaucoup de maladies liées donc à des bactéries qui peuvent causer la dysenterie, la typhoïde, surtout le choléra. C'est surtout cette maladie qui a été importante au XIXe siècle. Alors justement, les dernières grandes épidémies de choléra en Europe, elles ont eu lieu au milieu du XIXe siècle, et c'est à partir de ce moment-là que les autorités ont commencé à se préoccuper fortement de l'évacuation des eaux résiduaires des centres urbains. Donc les égouts de Londres ont été donc construits au milieu du XIXe siècle, et également les égouts de Paris ont été conçus à cette même époque. Alors c'était des égouts assez gigantesques, hein, puisque on s'y promenait en barque, et on peut dans certains endroits encore, hein, s'y promener en barque. Alors ces égouts, ils avaient comme simple, je dirais, utilité de sortir en fait les eaux résiduaires des villes, notamment à Paris. Eh bien, ça sortait les eaux résiduaires vers l'aval, et il n'y avait toujours pas de traitement qui était proposé. Et le premier traitement, hein, qui est vraiment aussi un traitement basé sur la nature qui a été proposé, c'est de faire des épandages.
de ces eaux résiduaires parce qu'on s'est aperçu qu'elles avaient de bonnes propriétés en termes d'engrais. Et c'est pour ça que ces eaux résiduaires, elles ont été envoyées vers des champs d'épandage pour Paris, qui se trouvent en aval, évidemment, de l'agglomération. Alors Paris est un peu un symbole dans l'utilisation des sols agricoles pour l'épandage des eaux résiduaires. Il y a une autre ville en France où ça a été largement utilisé, c'est la ville de Reims. Alors au départ, on a effectivement réalisé beaucoup de cultures maraîchères qui ont quand même été plus ou moins rapidement abandonnées parce qu'on s'est rendu compte que nos eaux résiduaires, elles transportaient beaucoup de métaux, des métaux assez dangereux, comme le plomb notamment ou le mercure, et qu'on retrouvait ces métaux dans les produits donc de ces cultures. Et donc, ça posait des problèmes de toxicité vis-à-vis de la population donc qui consommait ces produits. Alors à l'époque, on a effectivement fait cet épandage pour des raisons de fertilisation au départ. Et puis petit à petit, on s'est aperçu que les bactéries qui étaient dans le sol, elles avaient une certaine utilité. Et on a observé la transformation de l'ammonium en nitrate. Alors, ce qu'il faut voir également, c'est que à cette époque-là, c'était vraiment les balbutiements de la microbiologie. Il a fallu vraiment attendre Pasteur et d'autres scientifiques de la même époque pour comprendre ce que c'était qu'une bactérie, parce que les bactéries, on savait pas on pouvait pas les voir. Et donc, on s'est rendu compte que les bactéries, les micro-organismes pouvaient servir à quelque chose pour traiter les eaux résiduaires. Et là, on a vu apparaître les premiers développements de technologies de traitement des eaux résiduaires. Alors, les premiers développements, c'est à la fin du 19e siècle. On a cherché à mettre en œuvre ces bactéries. Tout d'abord, sur des supports fixes. Donc là, ce dessin représente ce qu'on appelle un lit bactérien. Donc vous avez ici un système tournant qui va disperser de l'eau au-dessus d'un support sur lequel vont se développer les bactéries. Donc là, les bactéries sont fixées sur un support fixe. Alors cette technologie, on la voit pas beaucoup en France, mais elle est largement utilisée, par exemple, aux États-Unis. Système aussi où on utilise des bactéries, mais cette fois-ci elles vont être fixées sur un support mobile. Ces systèmes de lits bactériens où là vous avez effectivement une photo avec les différents supports qui sont utilisés et qui sont maintenus en suspension cette fois-ci par injection d'eau dans des bacs. Alors que ce soit pour ce système ou pour le biofiltre ici, il faut voir que ça nécessite de l'énergie et notamment ça nécessite l'injection d'air, que ce soit ici ou ici vous avez des rampes également d'aération. Alors ce système il est encore employé notamment en France et vous avez la station d'épuration de Seine-Aval à Paris qui fonctionne sur ce principe donc de biofiltre. Et puis l'utilisation, je dirais, la plus ultime des bactéries, c'est que les bactéries, elles sont fixées sur elles-mêmes en quelque sorte. Et donc c'est ce qu'on appelle les boues activées, où là on a un ensemble de bactéries, à la fois ce qu'on appelle des bactéries filamenteuses, et puis des petites bactéries, ce qu'on appelle des bactéries zoogléales, qui vont faire à peu près 1 micron, qui vont s'agglomérer autour de ces filaments pour fabriquer des flocs bactériens. Et ce floc bactérien, dans les systèmes à bout activés, là, il va falloir également pas mal d'énergie pour arriver à les maintenir en suspension et à leur fournir suffisamment d'oxygène pour effectuer la dépollution. Alors, ces systèmes très intensifs, ils sont surtout utilisés dans les centres urbains
Et donc, comme je vous l'ai dit, c'est assez gourmand en énergie. Et ça, c'est quelque chose qu'on essaye cette demande en énergie qu'on essaye de minimiser. Et pour cela, on pense pouvoir utiliser des systèmes plus basés sur la nature. Alors, on a vu que les systèmes d'auto-épuration dans les rivières, ça fonctionnait jusqu'à une certaine limite. Et donc, pour essayer de faire un peu mieux, il faut bien comprendre ce qui se passe. Et là, plutôt que de regarder ce qui se passe dans des rivières, on a plutôt regardé, pour ces nouveaux systèmes, sur ce qui se passe dans des zones humides, plus ou moins naturelles, parce que les premières zones humides examinées, c'était des marécages, des marais, mais qu'on a aussi regardé pour des zones humides plus artificielles, ce qui se passait notamment dans des rizières. Alors en anglais, le terme zone humide ou marécage, c'est ce qu'on appelle un wetland, et d'où le terme, je dirais, anglais de constructed wetland pour ces systèmes basés sur la nature, ces systèmes extensifs. Alors en français, on appelle ça de différentes manières. On va appeler ça pour un certain type des filtres plantés. Alors plantés de quoi? Eh bien plantés en général avec des roseaux, ou des zones de rejet végétalisées qui peuvent être plus ou moins végétalisées. Alors on va voir ça un petit peu plus en détail. Les filtres plantés, en fait, là vous avez une photographie. C'est un filtre planté qui se trouve dans la région de Vittel, donc avec ces plantes qui sont des roseaux, des phragmites. Ces plantes, en fait, eh bien, elles se développent sur ce qu'on appelle un substrat. En fait, ce sont un agencement assez particulier de gravier, et donc les eaux usées, elles alimentent ce filtre planté. Là, ce que j'ai représenté, c'est ce qu'on appelle un filtre planté à écoulement horizontal. Alors, il y a un petit peu d'écoulement vertical quand même, hein, mais c'est typiquement un écoulement horizontal. Et donc, les bactéries qui vont se développer sur ce support, qui vont également se développer sur les racines des plantes, vont permettre donc de dépolluer ces eaux résiduaires. Alors, l'autre système, c'est un filtre planté à cette fois-ci écoulement vertical, où là, on va un peu plus forcer que dans le premier cas, l'écoulement vertical, mais le fonctionnement est le même. On a un biofilm qui se développe sur le substrat, et on a ainsi que sur les racines des plantes. Alors ça permet effectivement le traitement de la pollution, essentiellement la pollution carbonée et la pollution azotée. Ça fonctionne beaucoup moins pour tout ce qui tourne autour du phosphore. Est-ce qu'on a vraiment une élimination de la pollution par les plantes? Ça, on doit plus discuter. Ce qui est sûr, c'est que les plantes, par la photosynthèse, elles vont apporter de l'oxygène aux racines et donc aux bactéries. Et puis également, quand les plantes vont s'agiter quand il y a du vent, eh bien, ça va faire bouger les racines et ça va permettre également à de l'oxygène de rentrer dans le substrat. C'est sûr également que les plantes, elles vont consommer notamment de l'azote. Mais pour tout ce qui concerne les micropolluants, c'est beaucoup plus délicat à s'assurer en fait que ces plantes vont servir à quelque chose. L'autre système, qui est plutôt ce qu'on appelle les zones de rejet végétalisées, ce sont ce qu'on appelle des systèmes à surface libre. Alors là, vous allez me dire, la surface, elle n'est pas si libre que ça. Effectivement, on voit des phragmites, mais on voit aussi beaucoup de lentilles. En fait, toute la surface libre en question, dans ce cas particulier, elle est recouverte par des lentilles d'eau. Alors dans ces systèmes à surface libre, là, on va utiliser beaucoup plus de végétaux. On va effectivement utiliser des végétaux, ce qu'on appelle des végétaux émergents, c'est-à-dire des roseaux en quelque sorte, qui sont dont les rhizomes sont fixés, sont dans le sédiment. Et puis on va avoir des plantes flottantes. En premier lieu, nos fameuses lentilles d'eau.
et puis des plantes immergées. Il y a plusieurs espèces qu'on va retrouver dans ces milieux. Ce sont pas forcément d'ailleurs des espèces qu'on souhaite au départ voir apparaître, mais c'est plutôt des espèces opportunistes qui vont s'y développer. Et puis également des algues. Alors ce type de système, il peut être utilisé pour raffiner en fait le traitement d'une station d'épuration classique. Et ça c'est un de mes sujets de recherche. En fait, on travaille sur une telle installation qui est à la sortie de la station d'épuration du Grand Reims. Donc c'est une grosse station d'épuration à bout activé classique de type urbain, mais à la sortie, pour améliorer la qualité de ce qui sort de cette station, notamment en termes de micropolluants, eh bien on l'envoie dans ces 3 bassins. Chaque bassin ici fait 2 hectares, donc ça c'est une vue Google Earth. Ces bassins, ils servent donc au raffinement du traitement de la station d'épuration et également au traitement des eaux de ruissellement. Alors dans le cas du Grand Rhin, ça sont des eaux de ruissellement sur les chaussées, les trottoirs, les toits, mais en milieu plus rural, on peut se servir de ces installations pour traiter également des eaux de ruissellement de culture. Alors dans ces systèmes à surface libre, ils sont souvent assez grands, et donc on a un petit souci, c'est d'arriver à suivre la végétation. Sur les filtres plantés, on arrive assez vite, assez facilement, je dirais, à voir ce qui se passe en termes de végétation. Pour les grandes zones humides à surface libre, c'est plus compliqué. Donc là, avec Google Earth, ce sont des vues satellites qui peuvent être utilisées. Donc Google Earth, il ne met pas à jour très souvent les images. Nous, on utilise directement en fait les images disponibles librement sur Internet, qui viennent de l'Agence spatiale européenne, European Spatial Agency, notamment de petits satellites qui s'appellent des Sentinel-2, et ça nous permet, là vous voyez notre zone humide à Reims, là vous voyez d'ailleurs la station d'épuration de Reims, et puis notre petite zone humide, et on arrive comme ça à suivre l'évolution de la végétation sur notre terrain de jeu. Alors, pour avoir quelque chose de plus précis, on peut utiliser des drones, des drones aériens, et puis on a également des pièges photographiques qui nous permettent heure par heure dans la journée de voir ce qui se passe sur certaines parties de nos bassins. Alors les satellites, ça marche très bien, sauf quand il y a des nuages, parce que là, on voit plus grand-chose. Mais dans les régions où il n'y a pas beaucoup de nuages, comme à Phoenix en Arizona, où il y a une très grande zone humide de ce type-là, qui fait plus de 200 hectares, on arrive à suivre à l'aide de ces satellites le développement de la végétation. Et là, vous avez un exemple sur un des bassins qui fait 42 hectares, donc c'est assez grand. Là, on suit en fait ce qui se passe au niveau des roseaux qui se trouvent tout au bord ici des bassins et puis également ici. Et donc, comme il n'y a pas beaucoup de nuages à Phoenix, on peut largement utiliser notre imagerie satellite pour suivre l'évolution de la végétation. Donc, c'est un indice de végétation qu'on calcule à partir des images de satellite. Cet indice de végétation, vous avez peut-être un peu l'habitude également, puisque c'est beaucoup utilisé aussi pour suivre les cultures en milieu agricole. Nous, là, on s'en sert uniquement pour les roseaux. Alors, pour ces zones humides à surface libre, on peut concevoir des dispositifs très complexes, et la Lyonnaise des eaux, Suez Environnement, a développé un concept qui utilise en fait ces systèmes basés sur la nature de plusieurs façons, avec des systèmes libres, des méandres, etc., des zones de filtration pour améliorer justement la qualité de l'eau en sortie de station d'épuration. Alors une telle zone, ce qu'ils appellent une zone libellule,
Il y en a une dans la région de Montpellier. Vous pouvez la voir sur des images satellites, mais vous pouvez également, il y a un film qui a été fait sur cette zone humide et qui est disponible sur le site du Muséum d'histoire naturelle. Donc là, je vous ai mis le lien que vous pouvez voir pour la visiter. La station d'épuration, elle se trouve ici, hein, et donc vous avez l'alimentation ici de la zone libellule. Alors libellule, c'est pour liberté biologique et de lutte contre les polluants émergents. Voilà, ils ont trouvé cet acronyme de libellule. Alors des systèmes à surface libre, donc ça fonctionne à partir de végétaux, beaucoup de végétaux. On peut également les forcer un petit peu, et notamment ces végétaux, on peut les mettre sur des espèces de petits radeaux. Et donc là, on va mettre en jeu également les racines, hein, des plantes qui vont se développer sur ces petits radeaux. Et donc j'ai un collègue en Chine, dans la région de Canton, qui utilise ce système-là dans des villages où il n'y a pas de station d'épuration, je dirais classique. Et donc, comme c'est à Canton, dans le sud de la Chine, et qui fait assez beau et qui fait assez chaud, il utilise des canas en fait. Et donc là, vous voyez les espèces de paniers dans lesquels se développent les canas, qui sont maintenus, et l'eau qui va circuler ici, l'eau à traiter, hein, qui va circuler dans ce dispositif pour épurer donc les eaux résiduaires d'un village. Okay, en fait. Alors l'avantage de ces zones de rejet végétalisé, les plus grandes d'entre elles, c'est aussi qu'elles sont très propices à une augmentation de la biodiversité. Et par exemple à Reims, hein, nos bassins au départ, ils ont été creusés dans une peupleraie qui n'était pas en très bonne forme, peupleraie d'ailleurs qui se développait sur une zone d'épandage qui avait reçu les eaux résiduaires urbaines de la ville de Reims pendant à peu près 100 ans. Donc je vous dis pas l'état du sol quand on l'a pris en charge. Et donc même si on n'a que 6 hectares, hein, de zones de rejet végétalisé, on a vu apparaître une forte biodiversité, notamment beaucoup d'oiseaux, hein, des mouettes, des foulques, des cygnes qui viennent hiverner sur la zone humide, des hérons également, et puis bien des odonates, beaucoup de batraciens. Et puis ça c'est des animaux qui nous posent pas beaucoup de problèmes, sauf un petit peu les cygnes parce qu'ils mangent la végétation aquatique. Il y a des espèces qu'ils apprécient particulièrement. Notre ennemi dans l'histoire, c'est Monsieur Ragondin, qui outre nous faire des terriers un petit peu partout, consomme également beaucoup la végétation aquatique, et également les câbles électriques. Donc ce qui nous implique pour nous de faire un petit peu attention à notre instrumentation. Voilà, j'ai terminé ma présentation. Actuellement, au niveau des stations de traitement, est-ce que vous avez une idée de à peu près quel pourcentage sont équipés de zones de rejet végétalisées, et si c'est quelque chose qui est amené à augmenter dans les années à venir? Alors là, je dirais que ça dépend un peu des endroits. Il y a eu, au niveau de l'agence de bassin Reimeuse, donc on est dans la même... on dépend de la même agence, hein, à Aubernais. Il y a eu une politique il y a quelques années où ils encourageaient fortement en milieu agricole les agglomérations, les petites agglomérations, les villages, quand ils voulaient se mettre aux normes en termes de stations d'épuration, notamment en installant des filtres plantés, de mettre derrière une zone humide, une zone de rejet végétalisé. Bon, le problème, c'est que la plupart du temps, la zone en question, elle était faite un peu n'importe comment. Elle est un coup de bulldozer et voilà, j'ai ma zone de rejet végétalisé. En fait, ça a beau être des traitements basés sur la nature, faut faire un petit peu attention à ce qu'on fait, et si on fait n'importe quoi, c'est pas efficace. En fait, en plus, l'agence de bassin indiquait donc aux
aux municipalités en question que il y aurait pas de maintenance à faire de la zone humide. Or, si on ne fait rien, ben, la zone humide, elle va évoluer naturellement et la végétation va prendre le dessus, va en quelque sorte fermer le site. Et donc, au bout de quelques années, eh bien, la zone humide, elle sert plus à rien. Donc, ces zones humides, ces zones de rejet végétalisé demandent un minimum de maintenance. Alors, sur les grandes zones humides, c'est un petit peu compliqué, hein. Mais sur des petites zones humides, en sortie de filtres plantés en milieu rural, c'est tout à fait possible d'aller faire un nettoyage au moins une fois par an pour enlever justement les ligneux qui pourraient s'installer, pour enlever un petit peu des plantes invasives s'il y en a qui cherchent à s'installer, pour couper les roseaux, pour laisser l'accès à l'eau finalement. Mais je crois que dans la question, il y avait l'idée de savoir si peut-être dans certaines régions, il y avait beaucoup plus de zones humides que dans d'autres. Ça dépend aussi. Il y a en Lorraine, enfin dans le bassin Rhin-Meuse, je sais que ça a été ça a été préconisé avec insistance avec l'agence de l'eau en disant ça va améliorer la qualité de l'effluent, ça va amener une certaine biodiversité, ne serait-ce qu'au niveau des insectes, etc. Donc ça c'est vrai. Après, il y a d'autres régions, notamment dans le sud de la France, où l'utilisation de ces zones de rejet végétalisé, elle est un petit peu autre. C'est-à-dire ce qui est recherché, c'est plutôt alors il y a un certain traitement, mais il y a aussi une infiltration qui est recherchée en se disant, eh bien, ce qui est infiltré, on va pas le retrouver dans la rivière. Notamment lorsque dans la rivière, on a des zones de baignade. Donc ça, c'est une autre utilité. Maintenant, moi, je suis pas tellement pour ce genre de raisonnement parce que ce qu'on retrouve pas dans la rivière, on va le retrouver notamment dans des zones un peu karstiques. On va les retrouver dans les eaux souterraines. Et donc les micropolluants avec d'ailleurs. Hein. Et donc ça dépend beaucoup aussi de la géographie, de l'état du sol. On peut pas faire des zones humides partout. Là, je vois nous à Reims, on est en milieu calcaire. La grosse question qui s'est posée, c'était d'éviter l'infiltration. Alors sur une telle surface, il n'était pas question d'aller mettre un géotextile au fond des bassins. Donc on s'est débrouillé pour tasser en quelque sorte le sol pour le rendre imperméable. Donc effectivement, on n'a pas d'infiltration au niveau des bassins à Reims, même si on est sur du calcaire, qui est très poreux. J'ai une question par rapport au ragondin. Oui. Comment vous faites du coup pour mettre en place des moyens en fait pour que le ragondin ait le moins d'impact possible malgré sa présence sur les lieux? Alors, déjà, pour toute notre instrumentation, on s'est arrangé pour qu'il n'y ait pas de câble qui soit visible. Hein, tout est caché dans des tampons, voilà. Après, il faut avouer que le ragondin n'est pas est plutôt considéré comme une espèce nuisible. Et les personnes avec lesquelles on travaille dans le Grand Reims organisent des sessions de piégeage pour les attraper. Alors, je vous dis pas que ça marche à tout coup, hein, parce que quand ça a été fait l'an dernier, on a vu les pièges, mais on n'a pas vu les ragondins dans les pièges. Mais voilà. Il n'y a pas tellement de solutions. Hein. De toute façon, on est dans un milieu proche du milieu naturel. Hein. Il y a d'autres étangs, il y a des cours d'eau, il y a des canaux dans lesquels les ragondins vivent en grand nombre. Donc, on est obligé de faire avec. De toute façon, les ragondins ne sont pas considérés comme nuisibles dans tous les départements. Ça dépend du département. Et dans certains départements, on n'a même pas le droit de les piéger. Et donc, suite à ça, dans les endroits où les ragondins ne sont pas définis comme étant nuisibles, vous faites quoi comme aménagement, hormis justement le fait de cacher des câbles, parce qu'il doit y avoir d'autres répercussions? Alors, pour essayer d'éviter je dirais, qui creusent des terriers, parce que ça nous est déjà arrivé sur un autre site, hein, ils avaient creusé un terrier, ça faisait un court-circuit entre deux bassins. On peut essayer de mettre des grillages enterrés, hein, à certains endroits pour éviter, pour protéger un petit peu.
Mais sinon, on n'a pas vraiment de choix. Hein, on les voit. Hein. Et je voulais savoir s'il y avait à certains endroits, donc certains bassins que vous aménagez, justement pour la filtration de l'eau, vous mettez en place certains aménagements spécifiques pour attirer une faune spécifique ou... Non, ils arrivent spontanément. Euh, En fait, on s'est rendu compte là quand on a fait l'expérience à Reims. Au départ, c'était une peupleraie, donc le sol il était couvert de ronces, etc. Dès qu'on a mis les bassins, dès que ça a été mis en eau, bah les grenouilles sont arrivées, les oiseaux sont arrivés, etc. D'ailleurs, les cygnes, le premier hiver, il y avait des milliers de nénuphars qui avaient été plantés. Ils ont mangé tous les nénuphars en un hiver. Et donc, ils ont trouvé les surfaces en eau libre très très accueillantes. Mais ça, c'est un peu classique. Hein. Je sais que, par exemple, quand le lac du Der a été construit pour protéger Paris des inondations, cette immense surface en eau, elle a tout de suite été colonisée par beaucoup d'oiseaux. Donc, dès qu'il y a une surface libre, ça attire les oiseaux. Il y aurait d'un point de vue pédagogique, est-ce que vous pouvez leur expliquer comment on calcule l'indice de végétation? Alors, l'indice de végétation, celui que j'ai montré, hein, celui que j'utilise, et qui est largement utilisé également pour suivre des cultures, c'est un indice de végétation qui est basé sur deux couleurs, le rouge et une radiation infrarouge. Donc c'est quand si vous allez sur le site internet qui décrit le fonctionnement du satellite Sentinelle-2, vous allez trouver que ce satellite, il est équipé de moyens de visualisation particuliers qui fonctionnent sur des longueurs d'onde particulières. Et donc, il y a une longueur d'onde qui correspond au rouge et une longueur d'onde qui correspond à de l'infrarouge. Et donc, on fait une petite opération mathématique, un petit calcul mathématique pour calculer cet indice de végétation. Par rapport aux stations d'épuration qui sont ouvertes et qui ont fait en sorte qu'elles soient naturelles, je voulais juste savoir s'il y avait une implantation de flore particulière pour le traitement de l'eau, hormis le roseau. Ah, pour les plantes qu'on met sur ces filtres plantés, etc. Oui. Alors là, ça dépend en fait de du climat. Nous, dans nos régions, on va essentiellement utiliser des phragmites. Hein, il y a aussi des installations qui fonctionnent avec des TIFA. C'est une autre. Le TIFA, c'est le roseau avec la petite massette dans le haut, alors que la phragmite, c'est le petit plumeau là. Hein. Bon, c'est les espèces qu'on va trouver le plus facilement dans nos régions. Dans des endroits où il fait, alors le phragmite, on le trouve à peu près partout. Après, dans des régions où il fait beaucoup plus chaud, ils vont avoir d'autres possibilités de plantes. Par exemple, les collègues là en Chine, ils vont utiliser des cannas, mais nous, les cannas, c'est impossible chez nous, quoi, parce qu'en hiver, ils crèvent. Donc là, c'est plus. Alors, il y a plein de plantes qui ont été testées partout. Après, je vous dis, c'est une histoire de climat. Après, dans les plantes qu'on n'installe pas, mais qui s'installent toutes seules, ça va dépendre aussi de la localisation. Là, dans nos bassins à Reims, on a énormément d'une plante aquatique qui reste dans l'eau, qui s'appelle Ceratophyllum. Là, il y a plusieurs espèces. Hein. Elle s'est installée toute seule, et voilà. Il y en a une grande quantité. Et par contre, les nénuphars qui avaient été mis au départ, c'était pas forcément pour des aspects de dépollution, c'était plus pour faire joli. Bah, le premier hiver, la trentaine de cygnes qui a hiverné sur la zone humide en question, ils les ont bleutés, ils ont mangé les rhizomes. Donc, y a-t-il des asphyxies à cause des lentilles d'eau?
Oui, en fait, les lentilles d'eau, alors, dans les systèmes à surface libre, une grosse partie de l'aération, eh bien, ça vient du contact, en fait, direct entre l'atmosphère et l'eau. Et donc, quand nos lentilles d'eau, elles recouvrent toute la surface du bassin, eh ben, cette aération naturelle ne peut pas se produire. Donc, en dessous des lentilles d'eau, on n'a pas forcément complètement une anaérobiose, c'est-à-dire une absence complète d'oxygène, mais on en a très peu. Et donc, ça modifie le comportement de la zone humide. Alors, je dis pas que ça soit vraiment une asphyxie parce qu'on n'a pas de poissons dans notre zone humide, hein, mais ça va faire que les phénomènes de traitement de la pollution vont plus être ce qu'on appelle des phénomènes anaérobies que des phénomènes aérobies. Des phénomènes anaérobies, eh bien, ça va être ce que vous voyez dans des digesteurs. Des digesteurs anaérobies que vous pouvez voir beaucoup dans les installations agricoles maintenant. Hein. C'est exactement les mêmes réactions biologiques, sauf que nous, on les voit se produire sous la couche de lentilles d'eau. Oui, on avait une question encore, donc par Marilou en GPN1, qui posait une question sur les algues. Il y a des algues qui sont capables de métaboliser les microbilles de plastique. Non. Est-ce que ce sont des axes de recherche? Alors, ce qui peut se passer, c'est qu'il y ait des algues, si vous voulez, que les microparticules viennent sur les algues. Et alors, les algues, elles servent aussi de support à des bactéries sous forme de biofilm. Hein. Et donc, effectivement, on peut avoir des algues qui soient couvertes de biofilm, et comme ce biofilm sont des bactéries, mais c'est des bactéries qui collent à leur support à partir de substances que nous on appelle des exopolymères. Ce sont des substances que les bactéries produisent, mais c'est une espèce de colle. D'ailleurs, dans le floc en bout activé, c'est ce qui permet au floc de tenir. Et donc, il est très possible qu'il y ait des microparticules qui soient fixées sur ces algues. Maintenant, faire rentrer une microparticule dans l'algue, je dis pas que ça se produit jamais, mais c'est vraiment pas une voie de traitement. Enfin, c'est pareil pour les micropolluants organiques. Hein. Pour certains micropolluants organiques, il a été trouvé qu'il y avait certaines plantes qui pouvaient les absorber, les métaboliser, les transformer. Mais c'est vraiment, je dirais, anecdotique parce qu'il faut vraiment la plante qui va bien et la molécule qui va bien. Il y a une question par un apprenti qui travaille à la Fédération de pêche. Hugo, vas-y. Pourquoi on n'utilise pas de la ripicile? Des arbres, en fait. Ah, mais on aime bien qu'il y ait des arbres le long des cours d'eau pour faire une partie de la dépollution. Hein. En fait, on a les arbres le long des cours d'eau, ils jouent absolument le même rôle que les plantes dans nos zones humides. Par contre, dans les systèmes extensifs, on essaie de pas avoir trop d'arbres, même en bordure, parce que les racines vont abîmer en quelque sorte les bords, etc. Donc, on préfère laisser les arbres le long des cours d'eau. Ils vont faire leur part du travail, mais on les exploite pas, je dirais, dans les zones humides. Les zones humides, on a les plus grandes plantes, ça va être les roseaux ou les typhas, etc. Quelle est la source principale de pollution de nos eaux, en général et en agriculture en particulier? En général, ça va être la pollution domestique plus ou moins bien traitée. Et puis, dans l'agriculture, ça va être beaucoup dû aux eaux de ruissellement. Donc, les engrais, quand ils sont pas consommés par les plantes, et puis par ruissellement, on va les retrouver dans les cours d'eau. Les pesticides, tout ce qui tourne autour des pesticides, ça c'est assez classique. Alors après,
pour les eaux de ruissellement agricole, on peut faire des mini-zones humides, des mini-zones tampons qu'on va mettre, par exemple, en sortie de drain. Nous, on a des collègues dans la zone atelier qui ont beaucoup travaillé là-dessus pour, en sortie de parcelle, aller mettre des mini-zones humides pour traiter l'azote, pour fixer le phosphore, pour voir si on pouvait traiter un petit peu les pesticides. L'autre question, c'était quel élément le plus difficile à traiter? Alors, je dirais dans les grands éléments carbone, azote, phosphore, si on parle de traitement biologique, le plus difficile c'est le phosphore, parce que on comprend pas encore très bien comment les bactéries font pour le traiter. Même au niveau des plantes, c'est complexe. Par contre, on a un moyen, alors pas justement dans les systèmes extensifs comme dont j'ai parlé, mais dans les stations d'épuration industrielles classiques, là on a un moyen imparable pour se débarrasser du phosphore. On rajoute du chlorure ferrique et il précipite le phosphore avec ce chlorure ferrique. Donc c'est assez drastique, ça nécessite un réactif, mais c'est assez puissant. Bon, par contre, actuellement, la grosse problématique sur le traitement des eaux résiduaires, c'est tout ce qui tourne autour des micropolluants, notamment organiques. Ça, la plupart d'entre eux, on sait pas les traiter. Alors pourquoi on sait pas les traiter à l'aide de bactéries? Eh bien, c'est parce que ces micropolluants, ils sont pas ce qu'on appelle biodégradables. Donc les bactéries, elles en font rien. Alors, suivant les cas, on va avoir des phénomènes plus physiques qui vont entrer en jeu avec des précipitations, de la fixation, mais ça sera pas de la biodégradabilité. Bon, par contre, dans les systèmes à surface libre, quand on a des moments où on n'a pas trop de lentilles d'eau, une certaine partie de ces molécules peuvent être ce qu'on appelle photolysées, c'est-à-dire qu'elles vont être, je dirais pas détruites complètement, mais elles vont être dégradées à l'aide du rayonnement solaire, notamment les UV sont très importants. Du coup, dans ma classe, il y a quelqu'un qui demande comment sont traitées les microparticules de plastique. Les microplastiques? Oui. Comment ils sont c'est le gros problème, c'est qu'on les traite pas. Ah. Alors en fait, c'est un type de micropolluant assez récent, dont on s'est rendu compte de façon un peu fortuite. Alors, ces microplastiques, je dirais en milieu continental, une grande partie actuellement, ça vient des fibres des vêtements, des vêtements synthétiques. Et donc on les retrouve en sortie de machine à laver et ça part donc aux eaux résiduaires. Alors il y a une grosse partie quand même qui sont bloquées à l'entrée des stations d'épuration. Là, je vous ai parlé beaucoup du traitement, je dirais des bases du traitement biologique. Je vous ai dit qu'il y avait des macro-déchets qu'on n'aimerait pas voir dans la station d'épuration. Et effectivement, en entrée de station d'épuration, on a ce qu'on appelle des pré-traitements qui vont nous servir. Alors, c'est des sortes de filtres assez grossiers au départ, mais on a dans ces pré-traitements une certaine partie de ces microplastiques sous forme de fibres qui sont bloqués. Par contre, les microplastiques en cours d'eau, ils viennent pas uniquement des machines à laver. Les bouteilles de plastique que les gens jettent n'importe comment dans la nature, le plastique finit par se casser et par se transformer en microplastique. Donc c'est le combat pour les macro-déchets qu'on ne doit pas envoyer dans les toilettes, il est le même pour les bouteilles qu'on trouve le long des cours d'eau. On devrait les mettre dans les poubelles. Les effluents hôpitaux ou industriels n'ont-ils pas trop d'impact sur les systèmes naturels? Les effluents industriels, on les envoie pas dans les
dans les systèmes extensifs comme ça, des effluents industriels. On va éventuellement d'abord les traiter dans des systèmes à bout activé, voilà, assez intensifs. Et puis après, éventuellement, les effluents de ces installations, les envoyer dans un système extensif. Mais on va pas les envoyer directement dans des systèmes de ce type-là. Les effluents hospitaliers, ils vont dans les eaux résiduaires urbaines classiques. Et on va pas les envoyer directement dans une. Ils sont mélangés aux eaux résiduaires urbaines classiques. Vous parliez que dans l'eau, il y avait des présences de cuivre. Cuivre. Oui, et je voulais savoir s'il y avait un moyen de l'enlever qui était différent des métaux lourds. Ou Non. Le cuivre, il fait partie des métaux lourds, de la liste des métaux lourds. Donc voilà, il n'y a pas de. Simplement, le cuivre et le zinc, ce sont les deux métaux lourds qu'on retrouve maintenant le plus dans les eaux résiduaires. Alors le zinc, vous regardez votre dentifrice favori ou votre shampoing antipelliculaire et vous comprendrez d'où vient le zinc. Donc c'est vraiment l'activité humaine là. Que fait-on avec les métaux lourds non traités? Les métaux lourds non traités, en fait, le problème c'est qu'ils vont justement aller ils sont fixés en fait sur les particules. Les métaux lourds, ils sont pas en suspension, ils sont pas dissous la plupart du temps. Où la plus grosse partie, elle est fixée sur des particules et donc dans une station d'épuration classique, on va les retrouver sur les boues activées. Ces boues activées, alors je suis pas rentré dans les détails, mais ces boues activées qui consomment de la pollution, ces bactéries, elles consomment cette pollution pas pour rien faire, elles vont faire de la croissance, c'est-à-dire qu'elles vont se multiplier ces bactéries. Et pour que l'installation elle continue à travailler de façon correcte, à un moment donné, il faut enlever une partie de ces bactéries, il faut enlever une partie de ces boues. Et une des problématiques, c'est ces boues, qu'est-ce qu'on en fait? Alors une partie de ces boues, elles partent effectivement en épandage agricole. Ces boues, en général, elles sont plus ou moins traitées avant de partir en épandage. Elles vont être éventuellement chaulées, elles vont être digérées, elles vont être séchées. Mais avant de partir en épandage, on doit vérifier leur composition. Et une partie de cette vérification, elle concerne justement les métaux lourds. Il y a toute une législation, une réglementation qui définit les concentrations limites en métaux lourds dans ces boues. Et si elles sont pas conformes, elles doivent partir en décharge et on ne peut pas les épandre. En ce qui concerne les systèmes plus extensifs, cette fois-ci, on va retrouver quand même ces boues dans les sédiments, notamment dans les systèmes à surface libre, et régulièrement, sur ces systèmes extensifs, on doit récupérer les boues, on doit nettoyer en fait ces sédiments et les traiter de façon ad hoc. Et alors on fait pas ça tous les 4 matins dans les systèmes à surface libre, c'est peut-être une fois tous les 10 ans, une fois tous les 20 ans qu'on va aller récupérer les sédiments pollués et ensuite vraisemblablement les mettre en décharge parce qu'on n'a pas tellement le choix vis-à-vis des métaux lourds. Ils disparaîtront jamais les métaux. Les lits plantés sont-ils adaptés pour les grandes villes? Leur entretien n'est-il pas trop coûteux? Quels sont les systèmes naturels les plus efficaces? Alors effectivement, les lits plantés, ils sont pas vraiment adaptés aux grandes villes. Les grands centres urbains, ce sont des stations à bout activé. Les lits plantés, on va les trouver en zone rurale, parce que alors ça se calcule à partir de ce qu'on appelle le nombre d'équivalents habitants, c'est-à-dire le nombre de personnes qui vivent dans le bassin de collecte. Effectivement, on les trouve uniquement en milieu rural. Alors, l'entretien de ces lits plantés, l'entretien, ça va être éventuellement de couper de temps en temps la végétation, parce que
les plantes, elles ont un cycle annuel, c'est-à-dire qu'au printemps, eh bien, elles vont se développer, et puis à l'automne, eh bien, on va avoir un phénomène de sénescence, et puis, les plantes vont. Alors je dis pas mourir parce que sur des roseaux, des phragmites, en fait, la plupart des ressources sont transférées au rhizome. Et le rhizome va s'endormir pendant l'hiver, et au printemps, eh bien, ça va redémarrer. Mais la végétation, je dirais les feuilles mortes en quelque sorte, hein, on peut avoir intérêt à les enlever parce que ça finit par limiter l'accessibilité pour l'oxygénation, l'accessibilité notamment également à l'eau quand on est en écoulement vertical, hein, où on disperse en fait l'eau à la surface. Alors là, une des questions, parce que ça je l'ai vu sur plusieurs sites où il y a des roseaux, c'est que les roseaux, une fois qu'ils sont coupés, qu'ils ont servi en fait à épurer l'eau, on ne sait pas trop quoi en faire. Donc on les voit sur les chemins autour des bassins. Parce que voilà, qu'est-ce qu'on en fait? Alors il y a des possibilités de les envoyer en digestion anaérobie, de les envoyer en compostage, à condition que leur teneur en polluants, en micropolluants ou en métaux respecte les normes en fait. Quels sont les systèmes parmi les systèmes naturels les plus efficaces? Vous en avez une? Disons efficace, ça dépend en fait de ce qu'on recherche. Si c'est du traitement d'eau résiduaire en milieu rural, les filtres plantés marchent très bien, à condition qu'on les dimensionne correctement. C'est surtout ça également, hein, que la taille du système soit adaptée à la quantité d'eau résiduaire qui arrive. Après, pour tout ce qui est, je dirais, post-traitement, comme notamment avec les systèmes à surface libre, ça marche bien pour finir d'épurer l'azote et d'une certaine façon le phosphore. Par contre, pour les micropolluants, on arrive à éliminer des micropolluants lorsqu'ils sont photolysables, c'est-à-dire quand les rayonnements UV ont une influence sur eux. Maintenant, il faut faire attention parce qu'un rayonnement UV, c'est quand même pas une oxydation, je dirais, très puissante. On casse la molécule initiale, mais on va avoir des sous-produits, et certains de ces sous-produits parfois sont plus toxiques que n'était la molécule initiale. Mais ça, on n'a aucun actuellement, à moins d'avoir vraiment des traitements d'oxydation très drastiques, on n'a aucune solution pour les micropolluants organiques, les produits pharmaceutiques, etc. On va parler de Reims, en agriculture autour de Reims. Et est-ce que le verdissement de la PAC a eu une action hyper positive sur cette qualité des eaux ou pas? Là, on sort un petit peu du domaine des eaux résiduaires, hein. Je dirais que c'est beaucoup l'occupation du sol et les types de cultures qui vont avoir une influence dans ce cas-là sur la qualité des eaux résiduaires. Enfin, ce que je peux vous dire, hein, c'est que autour de notre zone humide, on regarde effectivement ce qui rentre et ce qui sort dans notre zone humide, mais on a accès aussi à des piézomètres qui nous servent à vérifier si on a une infiltration, puisqu'évidemment à Reims, on est plutôt dans du calcaire, donc tout ce qu'on met à la surface, ça part très vite dans les zones souterraines. Et on a un piézomètre qui est en bordure des parcelles agricoles. Et je peux vous dire que la teneur en nitrate qu'il y a dans là-dedans, c'est énorme. Vous parliez de Reims. Comment a évolué la qualité des eaux ces 10 dernières années, par exemple? La Reims, on peut pas. Alors déjà notre zone humide, même si c'est 6 hectares, c'est ce qu'on appelle une zone humide de démonstration, c'est-à-dire qu'elle ne traite pas, elle ne prend pas tous les effluents de la station d'épuration. C'est à peu près, on prend à peu près 10% de ce qui sort de la station d'épuration.
Ce qui sort de nos bassins, on suit la qualité de l'eau, hein, on voit elle s'est améliorée en termes d'azote, puisqu'on élimine tout l'azote qui pouvait arriver dans nos zones, et à certains moments de l'année, on améliore la qualité en ce qui concerne le phosphore. Donc ça veut dire que les rejets de cette zone humide sont bien meilleurs que l'effluent de la station d'épuration, et donc vont générer in fine moins d'eutrophisation. Après, c'est que 10%, voilà. Alors, on améliore donc la qualité de l'eau. À notre échelle, il faudrait, je dirais, pour pouvoir traiter toute l'eau qui sort de la station d'épuration de Reims, il faudrait étendre la zone humide au-delà des 6 hectares. Mais après, cette solution de zone humide en sortie de station d'épuration, elle dépend également du lieu. Je vois nous à Nancy où la station d'épuration, elle est coincée le long de la Meurthe et de la ville. Il n'y a pas la place de faire une zone humide pour le coup, hein, parce que ça nécessite beaucoup de place. À Reims, ça va bien parce qu'il y a les anciens champs d'épandage du 19e siècle qui sont à disposition, qui appartiennent au Grand Reims. Donc, il faut aussi qu'au niveau de la nappe, on soit pas trop près de la nappe. Enfin, il y a plein de critères qui font que on va pouvoir installer ces systèmes-là à certains endroits et pas à d'autres. Voilà, je pense qu'on va conclure vu l'heure qu'il est. Alors, je voulais tout d'abord remercier, bien sûr, Marie-Noël. Hein, je crois qu'on peut l'applaudir. Moi, j'aimerais bien que tout le monde l'applaudisse. Et puis remercier Claude Roura qui a assuré la partie technique, les liaisons. Et puis vous remercier tous d'y avoir participé. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.